Alors, on va voir un peu le masquage dans Illustrator. Et ici, je vais taper le mot mountain dans Google, parce que je vais rechercher des images de montagne, qui sont pratiques pour faire du masquage, parce qu'en fait, il n'y a pas de sujet principal dans la photo. En fait, c'est surtout ça qui est intéressant. Mais évidemment, ça marche avec n'importe quelle image, voire même des objets Illustrator. On va voir comment faire ça de deux manières, avec des objets Illustrator, après l'avoir vu avec une image pixel comme celle-ci. Vous remarquez que je n'ai pas indiqué public domaine entre guillemets. Donc je vais forcément ici trouver des images que je n'ai pas le droit d'utiliser. Elles sont sur le web, mais je n'ai pas le droit de les utiliser. Donc je précise bien parce que on m'a déjà fait la remarque que si quelqu'un met une image sur le web, c'est forcément qu'il autorise son utilisation, mais pas du tout évidemment. Quand on fait des sites web, on fait ses propres images et on n'a pas envie que n'importe qui puisse les prendre et les utiliser. Donc, une image qui est sur le web, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on peut l'utiliser. Mais donc, pour quand même filtrer, je vais filtrer les résultats, je veux dire ne voir que les images que j'ai le droit d'utiliser et utiliser pour des fins commerciales. Je vais aller dans les outils ici et dans droit d'usage. C'est l'autre manière de filtrer les résultats pour trouver des images que j'ai le droit d'utiliser. Et vous avez ici réutilisation et modification autorisée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Creative Commons. Et là, il y a plus de chances que les résultats que je vois là, j'ai le droit de les utiliser. Il faudra quand même aller vérifier avant de vraiment utiliser l'image sérieusement pour faire un travail commercial. Il faudra quand même aller vérifier qu'elle est vraiment du domaine public. Enfin, pas du domaine public, mais en tout cas en Creative Commons, avec réutilisation et modification autorisée. Ça vous dit quelque chose, les Creative Commons? Ce sont des droits d'usage, en fait. On rencontre ça souvent sur le web. Donc, vous avez différents niveaux de Creative Commons. Vous avez ici attribution, donc voilà, signature de l'auteur initial obligatoire. Utilisation pour du non commercial, interdiction de tirer un profit commercial, produits dérivés, donc c'est la modification, et share alike, on peut le partager mais sans modification. Donc voilà, il y a différents niveaux, c'est ce qu'on retrouve là dans Google à cet endroit-ci. Vous avez par exemple réutilisation et modification autorisée, mais sans but commercial. Oui, donc vous aurez plus de résultats en principe, là. C'est moins restrictif que ce qu'on a choisi. Pour répondre à ta question, si tu fais un site web et que tu mets des images sur ton site web, il n'y a pas de possibilité d'empêcher les gens de prendre images. J'ai mis un petit truc copyright en dessous, mais je me sens un petit peu... Je pense que ça ne va pas empêcher certaines personnes de la prendre. Non. Ton petit signe copyright que tu mets sur l'image, mais c'est déjà bien, mais le problème c'est qu'il n'y a aucun moyen. Aucun moyen, puisqu'on sait même faire des copies d'écran de ce qu'on voit sur... Donc à partir du moment où une image est visible sur l'écran, il est possible de la prendre. Maintenant, ce qu'il est possible de faire, c'est par la recherche d'images dans Google, d'essayer de retrouver sur le web où se trouvent tes images, est-ce qu'elles ont été utilisées, volées par quelqu'un. Et ça, dans Google, ce sera en étant sur la page d'accueil de Google, en allant dans la partie images. Et là, tu vas pouvoir déplacer, avec Firefox, tu déplaces ton fichier d'image là-dedans, en format, un format compatible web, JPEG, PNG, hein, pas du PSD, donc pas du Photoshop, hein, ça ne marchera pas, mais un format compatible web, tu le déplaces là-dedans et il va te retrouver ton image partout où elle se trouve sur le web. Et dans certains navigateurs, il faut cliquer sur l'appareil photo. On ne peut pas faire un glisser-déposer, il faut cliquer sur l'appareil photo et aller importer une image de ton disque dur. Ah, c'est très intéressant. Également, si tu as une image sur ton ordinateur et tu veux savoir qui est l'auteur, d'où elle vient, qu'est-ce que ça représente, même si c'est pas toi qui l'as faite, évidemment, et tu peux la déplacer là et tu vas... C'est la recherche par image, en fait. Oui, oui, très intéressant. Il y a un autre système dans Photoshop qui consiste à mettre un watermark, un marquage invisible sur les images. Et
par Photoshop et par leur site du Watermark, on peut rechercher les images sur le web. Donc dans ce cas-là, même si elles ont été redimensionnées, même si elles ont été recadrées, on arrive à les retrouver. Parce que le système de recherche ici d'images, pas de Google, dans le cas des images recadrées, ça peut faire foirer la chose. S'ils ont recadré, si la personne qui t'a volé les images a recadré, ça peut ne pas marcher, il peut ne pas retrouver ton image. Mais avec le watermark, mais c'est payant en fait. Hein. C'est inclus dans Photoshop, mais c'est un service payant en plus de pouvoir mettre sur ces images du watermark. Donc, non, le watermark il reste, hein, même si tu réenregistres l'image, même l'image imprimée sur le papier. En la photographiant, on peut analyser pour voir quel est l'auteur. C'est inscrit dans l'image. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire que ça marche même sur des images imprimées et recadrées, ce watermark. Mais c'est un système payant qui existe depuis plus de 10 ans dans Photoshop. Hein. Il n'y a vraiment que les photographes qui seront intéressés par ça, en fait. L'infographiste lambda. Et de toute façon, il y a un problème, c'est qu'une fois que tu as repéré une personne à l'autre bout du monde qui a utilisé ton image sur son blog, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux lui envoyer un message pour lui dire de ne pas l'utiliser ou de te payer quelque chose, mais s'il ne veut pas, s'il ne répond pas, tu vas pas tenter un procès à quelqu'un à l'autre bout du monde qui a fait un blog avec ton image. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, je vais faire un commande-clic, contrôle-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac, sur le résultat qui m'intéresse. Je demande afficher l'image. Oui, parce que c'est une image ici de 5000 pixels sur 1000. Et ne faites pas l'erreur que beaucoup font. Télécharger l'image qui est là, c'est juste une prévisualisation. C'est petit. Donc, j'affiche bien l'image entière. Elle n'est pas assez grande pour montrer tout son détail sur mon écran. C'est pour ça qu'on a la petite loupe, en fait, hein, dans le navigateur web. Quand on clique, on a la possibilité de zoomer en avant. Au moment où vous téléchargez l'image, que vous soyez en zoom avant ou zoom arrière, n'a pas d'importance. Tous les pixels, les 5000 sur 1000, seront, dans mon cas ici, téléchargés. Voilà, c'est en train de télécharger. C'est déjà fait. Bon, c'est une image JPEG, malgré le nombre élevé de pixels, elle était au niveau taille de fichier assez légère, parce que le JPEG, ça compresse beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est que avant de l'utiliser dans Illustrator, on va l'ouvrir dans Photoshop et l'enregistrer au format Photoshop. Vous avez vraiment intérêt à faire ça. Quand vous utilisez des images pixels dans Illustrator, il vaut mieux que ce soit un format Photoshop. Même chose pour InDesign. Sauf si, bien sûr, on a une bonne raison de ne pas le faire, par exemple parce que je fais un catalogue avec 3000 images dans le catalogue, je peux utiliser du JPEG dans ce cas-là. Mais si c'est juste quelques images dans InDesign et Illustrator, je vais utiliser un format Photoshop qui a plein d'avantages. Ça va permettre par Photoshop, même quand l'image est déjà utilisée dans un document Illustrator ou InDesign, ça va permettre par Photoshop de modifier l'image par l'extérieur du logiciel Illustrator ou InDesign. Donc l'image a été enregistrée au format Photoshop sur le disque dur. Et on va dans Illustrator, vous gardez Photoshop ouvert. Ah oui, sur le Mac, il y a un truc bizarre. Je suis dans Photoshop ici. Alors, première chose que je vous dis, sur le Mac, il y a un truc bizarre. Si jamais vous avez travaillé sur un Mac un jour, je passe à Illustrator et l'image de Photoshop est toujours visible derrière, malgré que je suis dans Illustrator. Donc dans ce cas-là, dans le menu Illustrator ici, je vais demander masquer les autres et je ne vois pas l'image qui est ouverte derrière dans Photoshop. Sur le PC, vous n'avez pas ce problème. Ensuite, là, vous êtes sur le PC, vous devez passer à Illustrator et vous avez du mal à passer. Quittez le mode plein écran en appuyant sur la touche F dans Photoshop. Vous devriez voir apparaître dans le bas de l'écran les petits raccourcis qui vous permettent de passer d'un logiciel à l'autre. Évidemment, il faut appuyer 2 fois sur la touche F
En fait, voilà. Et, ah oui, ben oui, si on appuyait une fois, il fallait appuyer une deuxième fois, pas deux et trois. Voilà. Voilà, à un certain moment, on va dire comme ça, à force d'appuyer sur la touche F, on a les raccourcis, on peut passer à Illustrator. Donc évidemment, Mac et PC c'est un peu différent, la manière de passer d'un logiciel à l'autre est un peu différente. Mais enfin, une fois qu'on est dans les logiciels, ça c'est la bonne nouvelle, ils fonctionnent de la même manière sur Mac et PC, ce qui veut dire que ça donne quand même de la souplesse pour passer d'une machine à l'autre, d'un environnement à l'autre, ça c'est bien. Donc F ne fait pas passer l'image d'un programme à l'autre. Ça permet sur votre PC de faire apparaître la barre des applications dans le bas. À un certain moment, en quittant le mode plein écran de Photoshop, on voit la barre des applications en bas. Évidemment, il faut cliquer sur l'icône d'Illustrator pour y aller. Bon, ben en ayant l'image ouverte dans Photoshop, je vais dans Illustrator. Comme je vous ai dit, je suis sur un Mac. Si je ne veux pas voir l'image Photoshop derrière, moi je suis obligé de demander dans le menu Illustrator de masquer les autres applications, bien sûr. Mais c'est pas obligatoire. C'est juste parce que je sais que c'est perturbant quand on débute sur le Mac. Et je vais faire un nouveau document Illustrator. Donc un document A4 horizontal RVB. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. A4 horizontal RVB, OK. Le voilà. Et je vais importer, puisque je suis dans Illustrator et que Illustrator c'est pour traiter des vecteurs, mais je veux amener une image pixel, je ne l'ouvre pas, je l'importe. Fichier importé. L'image, la version PSD. Bien sûr, si on a fait une version PSD, c'est pas pour utiliser la JPEG, c'est la PSD est plus intéressante. Elle montre la même chose, il y a pas de, c'est pas la qualité n'est pas meilleure, la qualité des couleurs, des pixels n'est pas meilleure dans la version PSD. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intérêt à faire ça. Alors attendez, avant de cliquer sur importer, il faut vraiment s'assurer que l'option liée ici, elle est cochée. L'option liée dans le bas de la boîte d'importation, elle est cochée. Ça veut dire que Illustrator en permanence va regarder ce qui arrive au fichier sur le disque dur. Si le fichier est modifié par Photoshop, par exemple, Illustrator va dire « Tiens, le fichier a été modifié, que faut-il faire ?» Donc lié doit être coché au moment où vous allez chercher le document Photoshop. Et on clique sur « Importer ». Donc à partir de là, l'image est dans le curseur. Donc là, si vous cliquez tout simplement, l'image va arriver à la dimension qui est pré-réglée pour elle dans son fichier en fait. La dimension en centimètres. Ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qu'il faut faire, c'est contrôler la dimension de l'image au moment où on l'importe. Et ça se fait pas en cliquant, mais en faisant un cliquer-glisser. Cliquer-glisser, voilà. Et voilà la dimension de l'image telle que je la veux. Bien entendu, il me reste l'outil de transformation manuelle s'il fallait encore modifier l'image en enfonçant la touche, et là j'annule, la touche majuscule quand vous utilisez l'outil de transformation manuelle qui est caché derrière la punaise dans votre version 2018 de Illustrator. Alors, il y a des diagonales qui sont visibles sur l'image. Ça indique qu'il s'agit d'un fichier lié. Quand vous importez une image sans cocher l'option lié, vous n'aurez pas les diagonales. Ça veut dire que le fichier peut même disparaître du disque dur, être modifié de n'importe quelle manière. Illustrator s'en occupera pas. Une autre chose qui indique qu'il s'agit d'une image liée, vous allez dans le menu Fenêtre, prendre la palette Lien. Et là, si vous ne voyez pas une icône à droite du nom de l'image, une icône qui représente une image, ça veut dire que c'est une image liée. Et dans le cas d'images non liées, on appelle ça des images incorporées. Vous n'aurez pas la diagonale et vous aurez une icône ici qui indique qu'il s'agit d'une image qui est dans le fichier Illustrator.
Généralement, les images liées, c'est mieux. C'est mieux pourquoi? Mais parce que si on modifie l'image dans Photoshop, ça va se modifier dans Illustrator. On va voir ça. Vous allez passer à Photoshop en gardant bien sûr la version Illustrator ouverte, le document Illustrator ouvert. Vous repassez dans Photoshop temporairement et on va aller modifier quelque chose ici. De manière non destructive. Quand on travaille les choses, en général, on fait du non destructif, c'est-à-dire qu'on essaye que on ajoute un élément qui modifie l'aspect des choses, et si on veut revenir à l'état précédent, il suffira d'enlever cet élément qu'on a ajouté. L'élément qu'on va ajouter ici pour modifier l'image, c'est par exemple un calque de réglage dans Photoshop. Donc c'est comme ça qu'on travaille actuellement. On n'est plus dans les années 90 où on faisait de la retouche destructive. On modifiait réellement les pixels. Ici, on ajoute un filtre par-dessus les pixels, ça modifie leur aspect. Si on veut récupérer l'aspect original du pixel à un certain moment, on retire le filtre, tout simplement. Enfin, je parle de filtre, mais ce qu'on va faire ici, c'est un filtre spécial, un calque de réglage. Est-ce que vous voyez la palette des calques dans Photoshop? Sinon, vous faites fenêtre calque. Dans le bas de la palette des calques de Photoshop, vous avez cette icône-ci. Vous cliquez sur elle et vous allez demander par exemple un réglage de teinte saturation. Vous avez un panneau propriétés qui a dû apparaître quelque part sur l'écran. Et dans la palette des calques, vous voyez qu'un calque s'est ajouté au-dessus du calque des pixels, un calque de réglage de type teinte saturation. Voilà, donc vous allez jouer sur les deux curseurs teinte et saturation de manière à obtenir une couleur qui vous botte. Voilà, vous pouvez faire un réglage extrême ici pour la démonstration. Donc jouez sur le curseur teinte et saturation, pas luminosité parce que là ça marche pas bien dans ce réglage, dans ce calque de type teinte saturation. Pour modifier les luminosités, on utilise d'autres manières dans Photoshop. Mais ce n'est pas une formation Photoshop, je ne vais pas expliquer énormément de choses. Le fait est que voilà, on a ajouté un calque de réglage dans Photoshop. Seul le format Photoshop peut enregistrer des calques. Et ça tombe bien, on est en train de travailler le document qui est enregistré au format Photoshop, justement. Donc, le fichier va pouvoir intégrer ça. Il suffit de faire fichier enregistré. Bien sûr, je n'enregistre pas sous, je ne change pas le nom, puisque Illustrator regarde ce fichier avec le nom qu'il a actuellement. Je ne dois pas changer son nom. Je mets à jour le fichier sur disque dur en faisant fichier enregistré, tout simplement. Alors quand je dis seul le format Photoshop peut intégrer des calques, c'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi le format PDF et le format TIFF qui peuvent le faire. Mais ils encapsulent en fait. Un peu comme le PDF peut intégrer du format Illustrator quand on est dans Illustrator, mais c'est le même principe ici. Mais dites-vous bien que voilà, il faut absolument être au format Photoshop, c'est bien. Alors vous avez un message sur la compatibilité, maximiser la compatibilité. Vous cliquez sur OK, c'est bien. Ça veut dire que le fichier est compatible avec d'anciennes versions Photoshop. C'est un détail. Donc, en permanence, Illustrator regarde ce qui arrive au fichier sur disque dur et vous venez de modifier par Photoshop le fichier sur disque dur et il demande « Faut-il tenir compte de ces modifications ?» Ben, vous répondez « Oui ». Et voilà, l'image change dans Illustrator. Donc, vous pourriez avoir plein d'images utilisées dans un document Illustrator, les modifier par Photoshop, ça se met à jour dans Illustrator. On peut même faire en sorte que le message qu'on vient de voir n'apparaisse plus, que la mise à jour soit automatique. C'est dans les préférences d'Illustrator, la gestion des fichiers, il y a un réglage à faire. On ne va pas le faire ici, ça n'a pas d'importance pour commencer, mais sachez que ce message, on peut l'éviter et faire la mise à jour toute seule. Dès que Illustrator repère que le fichier a été modifié sur le disque dur, il fait la mise à jour. Il modifie l'image dans son document Illustrator.
Donc c'est ça l'intérêt d'utiliser des fichiers PSD, c'est de pouvoir mettre des calques. Et on a mis un calque de réglage, et il y en a plein d'autres à mettre, et également des filtres dynamiques dans la palette des calques. Enfin, les images pixels peuvent être modifiées évidemment de 36 manières dans Photoshop. C'est un logiciel qui est fait pour ça. Bien, alors on va dupliquer l'image sur le plan de travail. Je zoome en arrière et je vais avec la flèche noire la dupliquer en enfonçant donc la touche Alt, je la déplace. Ça peut déborder, c'est pas un problème. Voilà, je pense qu'avec 3 copies pour commencer, ce sera bien. Au besoin, vous allez agrandir le plan de travail pour que ce soit plus agréable d'avoir les images sur un fond blanc. Donc avec l'outil plan de travail, vous allez pouvoir prendre les poignées et agrandir le plan de travail. Ça, c'est parce qu'on va faire différents tests de masquage, en fait. Voilà, vous enregistrez le fichier Illustrator et je vais appeler ça masquage 01. Donc, ces 3 images, c'est la même image utilisée 3 fois dans Illustrator. On est bien d'accord que si il me prend l'envie de mettre à jour dans Photoshop le réglage, comme ça par exemple, voilà, fichier enregistré, quand je reviens dans Illustrator, il me propose de faire la mise à jour, je réponds oui, les 3 images se modifient. Voilà, logique. Hein. C'est la même image, le même fichier utilisé à différents endroits dans Illustrator. Si je voulais la même image mais qui apparaisse différemment, à différents endroits dans mon illustration, il faudrait que je duplique les fichiers sur le disque dur. Il faudrait plusieurs fichiers sur le disque dur. Ça peut être bien, ça. Une version noir et blanc et une version couleur, par exemple. Et je peux utiliser ça dans la même illustration ou dans la même publication InDesign. Ça peut être bien. Bon, et ici, oui, je ne parle pas du système de la composition de calque. Parce que je vous dis qu'il faut dupliquer le fichier, mais c'est pas nécessaire vraiment. Il y a d'autres solutions, mais enfin, en tant que débutant, si vous voulez plusieurs versions d'une image dans un document Illustrator ou InDesign, il faudra dupliquer le fichier sur le disque dur. Ce sera plus simple pour vous de travailler avec plusieurs fichiers. Mais ici, c'est donc bien un seul fichier sur le disque dur, utilisé 3 fois dans Illustrator. Alors, on va zoomer sur la première image et vous allez pouvoir créer une forme. Alors pour la première fois, je pense qu'on va créer une forme avec la plume de Illustrator. Vous activez la plume. Bien sûr, c'est celle-là, c'est pas une autre. Et on va faire un triangle qui va servir de masquage. L'image va apparaître à travers un triangle. Donc, avec la plume, vous allez cliquer à un endroit de l'image. Sans enfoncer le bouton de la souris, vous voyagez plus loin, vous cliquez. Encore plus loin, vous cliquez. Et vous allez devoir revenir sur le premier point pour faire une forme fermée, parce que pour l'instant, ce n'est pas une forme fermée. Il va falloir absolument, avec la plume, revenir sur le premier point. Et vous verrez apparaître une espèce de rondelle à côté de la plume. Quand vous voyez ça, ça veut dire que vous allez fermer la forme. Vous cliquez. Et voilà, vous avez fait une forme fermée triangulaire. Alors, cette forme pourrait avoir différentes couleurs. Avec la flèche noire, elle est sélectionnable et on peut la bouger, bien sûr. Et la redimensionner, etc. Et on peut même lui donner des couleurs, mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, cette forme va perdre ses couleurs. Cette forme va perdre de toute façon ses couleurs. Mais donc, juste pour voir, vous pouvez, si vous voulez, mettre
un contour et un fond à la forme. Dès qu'elle va servir de masquage, elle va perdre ses couleurs. Alors voilà, le principe, c'est qu'une forme qui se situe au-dessus d'une image va pouvoir la masquer. Dans l'empilement des objets, elle est au-dessus. Hein. Faites pas comme certains qui m'a un jour fait ça. Voilà, la forme est au-dessus de l'image. Mais non, au-dessus de l'image, comme ça, dans l'empilement. Ok, on sélectionne les deux. Donc avec la flèche noire, vous englobez les deux. Et vous allez enclencher l'option de masquage en allant chercher Objet, masque d'écrêtage, créé. Objet, masque d'écrêtage, créé. Et voilà. Comme prévu, la forme a perdu ses couleurs et son contour et devient le masque de l'image. Alors, dans la palette des calques, qu'est-ce qu'on a? Menu fenêtre, calque. Dans la palette des calques, on va voir ce qu'on a obtenu comme objet depuis qu'on a fait le masquage. Alors, ce n'est pas la seule manière de faire du masquage dans Illustrator. En fait, c'est la plus ancienne, qui existe depuis les premières versions. Mais comme vous allez forcément en entendre parler ou rencontrer ça dans des fichiers que vous ouvrez, j'aime autant qu'on en parle quand même si depuis lors, il y a un peu mieux qui est apparu. Voilà, dans la palette des calques, vous pouvez ouvrir le calque et vous voyez que l'objet, là, s'appelle « Écrêter le groupe ». Et à l'intérieur, on trouve le masque et l'image qui est masquée. Et bien sûr, les deux autres images qui sont sur plan de travail sont là, mais on ne s'en occupe pas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est écrêter le groupe. À partir de là, vous pouvez choisir de travailler sur l'un ou l'autre, soit sur le masque, soit sur l'image. Je vous rappelle qu'on sélectionne les objets par les petites rondelles sur le côté. Donc, par exemple, si vous sélectionnez l'image qui est masquée, et avec l'outil de transformation manuelle, vous avez la possibilité d'aller agrandir ou rétrécir l'image. N'hésitez pas à zoomer en arrière. C'est très important de zoomer en arrière dans les logiciels pour avoir plus de possibilités. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois souvent des débutants dans les logiciels, que ce soit Illustrator, InDesign, Photoshop. Ils sont là et on leur dit de modifier la dimension de l'image. Et voilà ce qu'ils font. Ils réduisent. Attendez, je vais bouger ça. Ils réduisent, voilà. Quand on leur demande de modifier la dimension de l'image pour être un peu créatif, pour faire de la variation, ils sont comme ça et ils réduisent. Ben, il faut penser, c'est vraiment super important ce que je vous dis là, dans les logiciels d'infographie, zoomer en arrière. Zoomer en arrière, ça vous permet d'agrandir les choses, de les faire sortir en dehors des limites de la page. Oui, c'est un réflexe que beaucoup de débutants n'ont pas, et alors ils passent à côté vraiment de plein de possibilités. Ça paraît stupide de dire ça, mais c'est vrai, je vois trop souvent des mises en page foireuses qui auraient pu être bien si on avait zoomé en arrière, si on avait fait sortir les images de la page partiellement. Même chose dans Photoshop, il y a des compositions Photoshop, des trucages photo faits par des débutants. Ça aurait été beaucoup mieux si on avait fait sortir un peu du cadre certains éléments. Voilà, donc ça c'est modifier la dimension de l'image. Maintenant, si on sélectionne le masque, ben évidemment, avec l'outil de transformation manuelle, on peut modifier la dimension du masque. Voire même le tourner, puisque l'outil de transformation manuelle permet de tourner, bien entendu. Tout est possible. L'image aussi, elle pouvait tourner.
Vous occupez pas trop de ce que ça représente. Ici, c'est des tests techniques qu'on fait pour regarder comment ça fonctionne. Une fois que l'un et l'autre sont bien positionnés, hein, on va dire que ça c'est le résultat qui me plaît, que pour l'utilisation que je veux en faire. Mais bien sûr, je peux sélectionner le système d'écrêtage, c'est-à-dire l'écrêtage, le masque et son image, comme ça, ou simplement avec la flèche noire, en cliquant dessus, ça sélectionne le masquage. Ça sélectionne pas spécifiquement ce qui masque et ce qui est masqué, c'est tout en fait. Et là, je peux continuer à transformer. Donc là, je modifie les deux en même temps en fait. C'est les deux qui sont modifiés en même temps. Donc voilà, 3 possibilités de transformer les choses ici, le masque, l'image et les deux. Vous avez sélectionné manuellement? Voilà le système de masquage en fait. Vous pouvez enregistrer le document. Ok, alors je vais zoomer sur l'autre image et on va faire de nouveaux tests. Donc ici, je vais faire des triangles, mais tant qu'à faire, je vais les faire avec l'outil Polygone. Donc allez chercher l'outil Polygone. Tracer à l'endroit de l'image à peu près, en utilisant les flèches au clavier, de manière à obtenir un triangle. Donc vous diminuez le nombre de côtés jusqu'à ce que vous en ayez 3. Voilà, pour qu'on voit bien le triangle que je viens de dessiner, je vais lui mettre une couleur de fond, sachant que par la suite, de toute façon, ça va disparaître quand je vais l'utiliser comme masque. Bien, le triangle, on va le dupliquer. Donc vous allez prendre la flèche noire et le déplacer avec la touche Alt enfoncée. Moi ici, j'ai la possibilité de continuer la duplication en faisant CTRL-D sur le PC, Command-D sur le Mac. Mais vous n'êtes pas obligé de continuer la duplication comme ça. Vous pouvez le dupliquer en le déplaçant plusieurs fois en enfonçant la touche Alt. J'ai juste utilisé la fonction répéter la transformation, c'est le raccourci CTRL-D sur le PC, Command-D sur le Mac. On a en tout cas maintenant plusieurs triangles qui vont servir à masquer l'image. Enregistrer le document. Parce que si ça foire, j'aimerais pouvoir récupérer ça sans devoir recommencer tout. Voilà, on va sélectionner les triangles et l'image. Donc avec la flèche noire, j'englobe. Cliquez, glissez, j'englobe tout. Là, je pourrais peut-être changer la couleur des vecteurs du calque, parce que j'ai une image bleue et les vecteurs sont bleus, vous voyez. En double-cliquant sur le calque, vous avez la possibilité d'aller changer la couleur des vecteurs. Comme ça, voilà. C'est peut-être un peu mieux si je les mets en rouge, voire même en magenta. Et voilà. Il faut penser à tout. Et vous allez demander la fonction de masquage, c'est-à-dire objet masque d'écrêtage créé. Objet masque d'écrêtage créé. Et voilà. Comme vous remarquez, il n'y a une seule des formes qui masque. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans Illustrator. C'est une forme qui masque ce qui est en dessous. Regardez dans la palette des calques ce qui s'est passé. Vous avez ici un nouveau système d'écrêtage. On ouvre pour regarder ce qu'il y a dedans. On a celui qui sert de masque.
Bon, il s'appelle polygone ici, il est souligné, ça veut dire que c'est lui qui sert de masquage en fait. Et qu'est-ce qu'il masque? Qu'est-ce qu'il masque? Il masque l'image, mais il masque également les autres objets qui étaient sélectionnés. En fait, on peut masquer plusieurs objets, c'est ce qui s'est passé ici. La forme qui était la plus au-dessus, le dernier triangle qu'on avait créé, a servi à masquer le reste. Tous les objets qui étaient sélectionnés en même temps quand on a demandé objet masque d'écrêtage créé. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas que l'image qui est masquée là, c'est l'image et les autres objets. Faites le test. Prenez la flèche blanche, cliquez à côté de tout, puis prenez un des points de votre triangle et agrandissez-le par cliquer glisser. Voilà. Vous voyez ce qu'on voit apparaître? C'est les autres formes. C'est logique. Le triangle masque tous les autres objets qui étaient sélectionnés en dessous de lui quand on a demandé objet masque d'écrêtage créé. Ben, on va faire en sorte que tous les triangles arrivent à masquer l'image. Donc, dans un premier temps, vous sélectionnez votre système d'écrêtage. Ben, par exemple, avec la flèche noire, vous cliquez dessus, ou dans la palette des calques, vous cliquez sur la rondelle en face de celui-ci, et écrétez le groupe. Celui du dessus, hein, puisque les choses s'empilent au fur et à mesure de leur création, on voit bien, de toute façon, ça se voit sur la vignette que ça concerne bien notre écrêtage qu'on a là, et pas celui qu'on a fait juste avant, il y a 10 minutes. Donc, il est sélectionné, ben, on va l'annuler. Objet, masque d'écrêtage, annulé. Et voilà. Bon, au passage, notre triangle là, qui a servi de masque temporairement, il a perdu ses couleurs, mais c'est pas grave. Alors, l'astuce, c'est qu'il va falloir que ces objets, ces 5 triangles dans mon cas, deviennent un seul objet. Ben, je vais les sélectionner. Il y a plein de manières de les sélectionner. En voilà une. Clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Ils sont tous sélectionnés, mais pas l'image. L'image n'est pas sélectionnée, bien entendu. Et aucun autre objet du plan de travail. Uniquement ceux-là. J'ai sélectionné, bien sûr, par les petites rondelles, en faisant clic sur la première, majuscule, clic sur les suivantes. Et voilà. Ça se voit qu'ils sont sélectionnés. Le petit carré indique qu'ils sont sélectionnés. On a également la rondelle qui est devenue double, qui indique que c'est sélectionné. Il faut que je transforme en un seul objet. Et on va faire ça par exemple avec le Pathfinder. Menu, fenêtre, Pathfinder. Vous vous souvenez qu'on avait créé une lune avec ça? Avec 2 cercles, on avait créé une lune, ce qui n'était qu'un seul objet au final. Donc, menu, fenêtre, Pathfinder. Vous avez une option ici qui s'appelle réunion, je pense. Oui, la petite infobulle ne veut pas venir, mais c'est ça en fait, c'est associé. Alors, si certains de vos triangles se superposent aux autres, vous avez intérêt à faire Alt-clic pour faire une forme composite. Ben écoutez, on peut faire ça de façon d'office, puisque si par la suite on les bouge, ce serait intéressant. Donc Alt-clic, voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? Une forme composite, enfin une forme composée, ils appellent ça forme composée, dans laquelle on a les polygones. À partir de là, avec la flèche noire, vous englobez l'image et les formes composées, ne fût-ce que partiellement. Vous voyez que je fais un rectangle. Il ne s'agit pas de zoomer en arrière et d'englober tout, hein. La flèche noire, dès qu'elle a une partie d'un objet dans son rectangle de sélection, l'objet est sélectionné. Tous ces points sont sélectionnés, vous voyez. Ils ne sont pas creux.
Ils sont pleins, les points d'ancrage. Ça veut dire que c'est sélectionné. Et on va demander objet masque d'écrêtage créé. Et voilà. Donc c'est ça l'astuce. Normalement, le système d'écrêtage ici, il faut utiliser un objet pour masquer ce qui est en dessous. Mais si vous réunissez plusieurs objets en un seul, d'une manière ou d'une autre, notamment par le Pathfinder, avec une forme composée, puisque j'ai fait Alt-clic, eh bien, grâce à ça, on arrive à masquer une image avec, enfin une image, ou même des vecteurs, on va le voir plus loin, avec plusieurs formes. Voilà. Donc comme tout à l'heure, j'ai l'outil de transformation manuelle qui permet de modifier la dimension de l'image et sa position. Il suffit d'ouvrir ce qu'on vient d'obtenir dans la palette des calques. Il y a d'autres manières d'y arriver, bien sûr, mais je ne vous explique pas. Ça ne sert à rien que je vous explique chaque fois les 3-4 manières de faire la même chose, hein. Si vous en connaissez une, c'est bon. Donc j'ouvre ça, je vais sélectionner l'image avec la petite rondelle. Voilà, et j'ai pu la redimensionner, c'est déjà fait en fait. Je l'ai fait il y a quelques secondes. Maintenant, si je sélectionne la forme composée, je peux également la bouger, la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. On voit, l'image reste en place, hein. La redimensionner, bien sûr, la tourner. Donc vous avez posé la question avec du texte. Comment est-ce qu'on fait pour faire apparaître l'image à travers du texte? Donc pour faire apparaître l'image à travers du texte, je vais commencer par faire du texte. Je vais vous montrer comment le faire avec le système ancien de masquage qui s'appelle donc masque d'écrêtage dans Illustrator. Puis je vous montrerai comment le faire avec le nouveau système. Le nouveau système est plus intéressant. Donc voilà, vous prenez l'outil texte et vous allez cliquer sans bouger la souris bien entendu et ça fait une ligne de texte. Vous allez taper du texte. On parle évidemment ici d'un mot. Puis avec l'outil de transformation manuelle, vous l'agrandissez, touche majuscule quand vous agrandissez. Donc on va aller chercher la palette caractères, menu fenêtre texte caractère. Fenêtre texte caractère. Vous vous souvenez qu'on avait dit approche optique, c'est mieux. Voilà. Vous pouvez modifier le caractère en mettant par exemple le pointeur dans le nom de la police et en jouant sur les flèches haut et bas sur le clavier pour passer en revue les polices qui existent. Bon, clairement pour une image, du caractère épais, c'est mieux. Si vous prenez du caractère trop fin, on verra des couleurs dans le caractère, mais on ne verra même pas que c'est une montagne. Vous allez enregistrer votre document sous un certain nom. Ici, je l'enregistre sous le numéro 5. Voilà. Et alors, pour arriver à utiliser ce texte en tant que masquage pour faire apparaître la montagne à travers les lettres, uniquement à travers les lettres, il va falloir, si je veux utiliser le système de masque d'écrêtage de Illustrator, le vieux système qui date des premières versions de la fin des années 80, il va falloir que je vectorise le texte. Donc, la ligne doit être sélectionnée avec la flèche noire. Vous allez dans le menu Texte et vous demandez Vectoriser.
Alors souvent, vous allez voir que des gens vous donnent des conseils dans Illustrator. Dès que vous travaillez sur du texte, ils vont vous dire « Ah, il faut le vectoriser ». C'est absolument faux dans les dernières versions d'Illustrator. En bas, sur quel menu? Je sais pas, je sais pas. Donc, menu texte vectorisé, et vous devriez voir apparaître les vecteurs qui créent la police de caractère. Ah ben tiens, je trouve que j'ai pris une police de caractère qui justement ne va pas poser de problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun trou, en fait. Même dans le haut, il n'y a pas de trou. Donc je vais annuler ça. Et il faut absolument que je choisisse une autre police de caractère. Sinon, c'est vraiment l'exception que j'ai prise. Le problème, c'est les trous, en fait. Hein. Donc il faut que je prenne quand même une police qui a des trous. Et une police épaisse, ben, pourquoi pas, je vais retourner en... Voilà. Je vais prendre ça. Donc là, il y a des trous dans le O, dans le A. OK. Je vais faire texte vectorisé. Et voilà. Alors, déjà maintenant, le fait que ce soit vectorisé permet de faire quelques fantaisies éventuellement. Notamment, ce genre de choses. Vous prenez la flèche blanche. Ah, il y a plein de petits ronds qui apparaissent. Je vais les masquer. Ils ne m'intéressent pas. Enfin, quoique, oui, ils pourraient me servir à arrondir certains endroits, des lettres. Pourquoi pas, je vais les laisser. Donc, flèche blanche, je clique à côté. Et je vais aller modifier les caractères. Peut-être que j'aurais plus facile de faire ça si je suis en affichage par tracé. Je vais vraiment voir les vecteurs, passer en affichage par tracé. Voilà, et avec la flèche blanche, on peut faire ce genre de choses. Par exemple, un rectangle de sélection au-dessus de cette lettre-là. Puis avec les flèches au clavier, majuscule, flèche vers le haut, je peux déplacer. Vous voyez? Il est possible d'aller modifier éventuellement le caractère. Voilà. Ça, c'est le genre de choses qui peut être faite. Des sélections et des déplacements avec le clavier et la touche majuscule, tant qu'à faire pour que ça aille plus vite. J'annule de temps en temps si ça foire. Hein. Ça fait des choses bizarres parfois. Donc, je vais plutôt prendre tout ça. Déplacer là. Reprendre cette partie-là. Voilà. Il y a des possibilités de modifier, c'est des vecteurs. On a accès aux vecteurs du caractère, alors qu'avant, c'était pas possible. Comment les déplacement, vous avez fait quelque chose? Donc, ici, c'est des vecteurs maintenant. C'est du dessin. On ne peut plus insérer l'outil texte et commencer à jouer avec l'approche de peur. Ce sont des dessins, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on peut faire ce genre de fantaisie ici qu'on est en train de faire. C'est-à-dire vraiment s'amuser à modifier. Donc je viens d'utiliser l'outil de transformation manuelle pour tourner le texte. Voilà, bon, le genre de fantaisie, juste pour dire que voilà, quand on a du texte qui est vectorisé, il est désormais possible de modifier la forme des caractères. Bien. On va utiliser ce texte pour faire apparaître la montagne, l'image de la montagne dedans. Le nombre de modifications qu'on peut apporter au texte, c'est assez infini en fait. Hein. On a juste déplacé et tourné, mais évidemment, il y a plein d'outils de manipulation des vecteurs qui peuvent être utilisés pour modifier ça. Mais le but ici, c'est de voir comment l'utiliser en tant que
masquage. Donc, je vous montre ici, je vais repasser en affichage aperçu, vous ne le faites pas, vous regardez juste, je vais mettre le texte au-dessus de l'image, je vais sélectionner les deux, et je vais demander objet masque d'écrêtage créé. Et rien ne se passe, ça donne un résultat invisible. J'annule. Il va falloir manipuler un peu le texte ici avant de pouvoir l'utiliser comme masque. Donc si je regarde ce que j'ai obtenu suite à la vectorisation du texte dans la palette des calques, j'ai un groupe qui contient des tracés transparents. Tracé transparent, c'est un tracé spécial, c'est une forme spéciale d'Illustrator qui peut potentiellement contenir un trou. C'est ce qu'on a ici avec le O et le A. Alors, l'outil de vectorisation de texte qu'on a utilisé, menu texte vectorisé, il ne s'occupe pas de savoir si les lettres ont un trou ou pas. Pour chaque lettre, il fait un tracé transparent, même si elles n'ont pas de trou. Donc le U, le N, le M n'ont pas de trou, le T non plus, le I non plus. Si le I, il y a deux formes, donc il fallait que ce soit un tracé transparent. Mais les autres, ce n'était pas nécessaire que ce le soit, mais lui, il a fait des tracés transparents partout. Donc vous étonnez pas de ça. Je sélectionne le groupe. La totalité des vecteurs du groupe sont sélectionnés. Et je vais annuler ces tracés transparents. Objet, tracé transparent, annulé. Voilà. Résultat, là où il y avait des trous, ça devient des formes noires. Ben oui. Et si je vais voir dans le groupe, j'ai des choses en plus là. Voilà, ça. Celui-là. C'est le trou du A. Celui-là, c'est le trou du O qui est tourné en bas. Vous voyez? Donc, il n'y a plus de tracé transparent. Vous n'avez donc plus de tracé transparent et donc chacune des formes n'est plus un tracé transparent. Maintenant, avec toutes les formes, vous allez faire un tracé transparent. Menu Objet, tracé transparent, créer. Elles sont toujours sélectionnées, bien sûr. Vous n'avez pas cliqué à côté. Elles sont toujours sélectionnées. Si elles ne sont pas, il faut tout sélectionner. Objet, tracé transparent, créer. Voilà. Donc c'est ça qui est perturbant. On les a annulés au niveau individuel de chaque lettre pour, avec toutes les lettres, en refaire un. À partir de là, je positionne le mot qui est en fait un... Ben, c'est même plus un groupe, c'est un objet en fait. Un seul objet tracé transparent. Je le positionne sur l'image, je sélectionne les deux, je demande objet masque d'écrêtage créé, et ça fonctionne. Donc on a un objet qui masque une image. Et ce qui est perturbant, c'est que cet objet, en fait, il s'agit en fait d'un tracé transparent qui est composé de plusieurs objets. Donc pour ce qui est de bouger le texte par rapport à l'image, l'image par rapport au texte, c'est la même chose que ce qu'on a vu. Donc il suffit d'ouvrir le système d'écrêtage qu'on vient de créer. Dans la palette de calque, on l'ouvre. Si on sélectionne avec la petite cible le texte, ben on peut modifier sa dimension, le tourner, etc. Si on sélectionne l'image, on peut l'agrandir, la tourner, etc. Avec l'outil de transformation manuelle. Donc les deux sont modifiables indépendamment. Quand les deux sont positionnés comme je veux l'un par rapport à l'autre, je peux fermer ici le système dans la palette des calques, sélectionner la totalité du système avec la rondelle et agrandir, tourner, etc. Les deux bougent ensemble forcément. Ça peut être sympa. Bon, ça fait des titres de magazines par exemple, ce genre de choses. Des titres de publication. Il faut imaginer ça mis dans une mise en page, au début d'un article, dans un magazine, etc. Donc pour répondre à la question, je montre, mais vous n'allez pas le faire ici. Je montre juste, la question c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un texte qui fait un trou dans une image? Ça, c'est vraiment une question d'artiste.
Sans méchanceté, hein. Donc, je vais, pour ce faire ici, avec la flèche noire, sélectionner tout mon système d'écrêtage et le dupliquer là. Voilà, donc le voilà. Parce que je vais devoir l'annuler. Objet, masque d'écrêtage, annulé. Voilà. Parce que je vais devoir faire quelque chose de particulier. Je passe en affichage par tracé. Comme ça, je vois mon texte qui n'a pas de couleur, en fait, hein. Vous voyez, j'ai séparé le texte et l'image. Je travaille sur le texte là. Je vais lui ajouter un rectangle comme ça. Sélectionner le texte et annuler le tracé transparent. Objet tracé transparent annulé. Sélectionner le texte et le rectangle et refaire un tracé transparent. Donc vous comprenez que je fais un... J'ai inclus en quelque sorte le rectangle à l'objet tracé transparent. En annulant le tracé transparent sur les lettres, et en sélectionnant les lettres et le rectangle, et en refaisant un tracé transparent, il est dedans. C'est une des manières de faire. Je repasse en affichage aperçu. Je mets l'image en dessous du texte. Je vais sélectionner le tout, l'image et le tracé transparent. Objet, masque d'écrêtage, créer. Et voilà. Alors j'ai juste le rectangle qui n'est pas assez grand, mais c'est pas grave. Je vais prendre l'outil de sélection, la flèche blanche, et aller l'agrandir pour qu'il englobe toute l'image qui est derrière. Ceci dit, ça donnait pas mal l'image coupée avec les verticales. Voilà. Et c'est réellement un trou. La preuve, si je vais créer maintenant une forme, allez, je vais faire une étoile ici. Je vais remettre quand même une couleur. Attention à ne pas sélectionner des choses qui n'ont rien à voir, hein. Je viens de repasser en affichage par tracé. Oui, il y a un raccourci, hein. CTRL Y pour passer rapidement d'un affichage à l'autre. Voilà, donc voilà mes 3 étoiles qui sont activées. Je leur donne une couleur. Je les fais passer derrière, objet disposition arrière-plan. Voilà, on voit, hein. C'est vraiment un trou. Les lettres font un trou. Alors, ce qu'on a vu avec des lettres fonctionnera aussi avec des vecteurs, hein, tout à fait normaux. Donc ça, c'était juste pour répondre à la question. Je n'avais pas prévu de l'expliquer, mais enfin, voilà, ça répond à la question. Comment faire en sorte que les lettres creusent une image? Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Ça peut donner des choses sympas éventuellement. Après, vous pouvez amener cet objet-là, le mettre sur sa page, sur son document Illustrator, rien qu'à lui, par copier-coller. Copier, nouveau document Illustrator, coller, et l'amener dans InDesign et recadrer dans InDesign cet objet-là, pour que les étoiles qui débordent en dehors de l'image ne soient plus visibles, par exemple. Ça, c'est possible de faire ça. Plutôt que de s'ennuyer à essayer de recadrer, d'empêcher que les étoiles soient visibles en dehors de la zone de l'image, vous pouvez très bien recadrer dans InDesign. Vous voulez que je vous montre? Certainement pas dans Photoshop, il n'y a pas de raison. Dans InDesign. Ok, je vais montrer. En fait, vous pouvez préparer le travail dans Illustrator, différents objets qui vont faire une affiche, une illustration, et intégrer tout ça ensemble dans InDesign. On n'est pas obligé de faire toute une affiche dans Illustrator, tout un travail dans Illustrator. On peut très bien préparer les différents éléments et assembler dans InDesign. Des choses qui viennent de Photoshop, d'Illustrator. Et ça, c'est quand vous aurez vu InDesign que vous allez comprendre à quel point c'est intéressant. Vraiment, chaque logiciel pris séparément est super intéressant, mais quand on commence à les mélanger et à les utiliser ensemble, c'est incroyable le potentiel créatif qu'il y a là derrière.
Bon, ça vous le faites pas, hein, je vous montre. Je suis dans InDesign, je vois toujours quand je suis sur Mac, je vois toujours les documents ouverts dans les autres logiciels derrière, donc j'ai toujours le menu de l'application là, et demander masquer les autres, c'est une solution pour ne plus voir. Sinon, de toute façon, quand je crée un nouveau document InDesign, ça va masquer ce qui se trouve derrière. Voilà un nouveau document InDesign. J'importe le fichier Illustrator. Vous avez peut-être remarqué au passage que j'ai agrandi le plan de travail pour qu'il englobe mon illustration. Sinon, dans InDesign, ce qui est en dehors du plan de travail Illustrator n'apparaîtra pas. Voilà, cliquez, glissez. Bien, je reviens dans Illustrator là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai englobé, avec l'outil plan de travail, j'ai fait en sorte que ce qui m'intéresse dans l'illustration soit sur le fond blanc. Parce que ce qui n'est pas sur le fond blanc n'apparaît pas. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une partie de l'étoile là qui déborde. Est-ce qu'elle apparaît quand je suis dans InDesign? Non. Hein. Impossible de la faire réapparaître. Hein. Donc là, vous avez déjà appris une astuce pour transférer de Illustrator vers Photoshop ou InDesign. Si ce n'est pas sur le fond blanc du plan de travail, ça ne marchera pas. Donc j'ai dû englober ce qui m'intéresse avec le plan de travail et j'ai dû enregistrer l'image. Bien sûr. Enregistrer l'image, absolument. C'est exactement la même chose qu'avec vous. Que ce soit pour envoyer vers Illustrator ou vers InDesign ou ailleurs. C'est une manière de faire un pré-recadrage dans Illustrator en quelque sorte. Et puis là, il va falloir un peu manipuler les choses dans InDesign pour arriver à tourner le... Oui. Ok, donc là, je vais remettre ça droit, éventuellement en m'aidant, c'est un peu du bricolage ici, en m'aidant éventuellement de repères que je trace, je vais remettre les choses droites là. Il va falloir certainement à un certain moment que je le fasse de manière paramétrée, mais bon, voilà à peu près. Voilà, et c'est là que je vais, dans InDesign, recadrer les choses. Si je veux. Et je pourrais avoir plein d'éléments comme ça qui viennent de Illustrator et de Photoshop et les mettre ensemble dans InDesign, bien sûr. Les agrandir, etc. Faire déborder de la page si je veux. Voilà. Donc voilà ce que ça donnera sur la page. Parfois, quand vous amenez quelque chose dans InDesign, le résultat est comme ça. En fait, normalement, c'est comme ça que ça se passe dès que vous utilisez votre InDesign. Vous amenez une photo de Photoshop, une illustration de Illustrator, vous allez avoir cet effet pixelisé. Ceux qui n'ont pas étudié InDesign vont dire « Ah, franchement, Adobe, ils font n'importe quoi, leur logiciel est pourri, j'amène une image que j'ai bien préparée, elle est nickel dans Photoshop et quand je l'amène dans InDesign, c'est pourri. » Mais en fait, ce n'est que de la prévisualisation, c'est un système pour que l'ordinateur ne soit pas submergé de calculs à faire. InDesign, d'origine, normalement, vous montre toutes les images que vous amenez dedans, il vous les montre comme ça en basse définition. On peut demander de les voir en haute définition, mais si vous avez plein d'images dans votre magazine que vous êtes en train de mettre en page, ça, il y a intérêt à avoir un ordinateur puissant à ce moment-là. Si vous demandez que toutes les images s'affichent en qualité supérieure. On est d'accord, hein? De toute façon, à la sortie, que ce soit affiché en basse définition ou en haute définition, le résultat sera en haute définition dans le PDF, dans la sortie. Il n'y a pas de problème. Voilà, le document InDesign ici. Je vais l'enregistrer dans mon dossier pour que vous puissiez retrouver ça éventuellement. Et je reviens dans Illustrator. Donc ça, c'était un document Illustrator dans lequel j'avais copié-collé une partie des brawls que j'avais fait là. Vous avez compris. Hein.
Alors, je vous montre autre chose ici, rapidement. Je mets au point ça vous pouvez tester aussi, vous pouvez faire différentes petites étoiles auxquelles vous attribuez des couleurs. Alors, regardez un petit truc qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent. J'ai fait plein de petites étoiles comme ça. Si je déplace les couleurs directement dessus, ça fonctionne, hein. Vous voyez ça? On a, même sans avoir besoin de sélectionner les objets. On peut comme ça attribuer rapidement des couleurs à des objets. Ok. Je vais les mettre ensemble. Je vais les dupliquer. Je les sélectionne toutes avec la touche Alt. Je les duplique. Voilà. Voilà, tout ça pour vous montrer que des objets vectoriels peuvent être masqués au même titre qu'une image. C'est pas du tout un problème. Là, je vais prendre une étoile ici, la positionner, je la mets en blanc là, voilà. Je la positionne au-dessus des autres. Je l'agrandis. Elle va servir à faire apparaître toutes les autres étoiles. En sélectionnant tout, l'objet qui est le plus au-dessus, le dernier que j'ai créé, l'étoile blanche, va servir de masque. Objet, masque d'écrêtage créé, et voilà. Donc ça peut servir à faire des choses sympas, ce système de masquage. Il faut penser que ça ne sert pas que pour des images pixels, ça peut servir aussi pour des vecteurs. Vous avez toujours, donc on vient de créer un système d'écrêtage. À l'intérieur, vous avez toujours les objets qui sont là et qui peuvent être sélectionnés. Oui, au fait, il y a un autre système aussi pour sélectionner les objets à l'intérieur. En sélectionnant le système d'écrêtage, soit avec la flèche noire en cliquant sur lui, soit avec la petite rondelle ici dans la palette des calques. Dans la barre de contrôle, là, vous avez la barre de contrôle au-dessus. Si vous n'avez pas la barre de contrôle qui apparaît au-dessus de votre écran, vous allez dans le menu affichage et vous demandez... Non, menu fenêtre, excusez-moi. Menu fenêtre, vous demandez contrôle. C'est la barre de contrôle, ce que j'appelle la barre des options. Vous voyez ce qui se passe quand vous avez la barre des options qui apparaît? Ici, vous avez le choix de travailler sur le masque ou sur son contenu. Masque, contenu. Voilà. Je clique là, je modifie le contenu. Je clique là, je modifie le masque. Vous avez aussi la même chose si vous allez dans Objet, masque d'écrêtage. Si vous êtes en train de modifier le masque, il vous propose de modifier le contenu. Si vous êtes en train de modifier le contenu, Objet, masque d'écrêtage, vous propose de modifier le masque. Bon. D'accord, donc il faut faire apparaître la barre de contrôle par menu fenêtre, contrôle. Il faut sélectionner avec la flèche noire votre système d'écrêtage, ou alors le sélectionner avec la petite rondelle là en face du mot écrêter le groupe. Et ici, vous avez le choix de modifier soit le masque, soit son contenu. Et ça peut être pratique, par exemple, pour pouvoir mettre sur mes étoiles un contour blanc sur toutes mes étoiles. Juste pour tester ce que ça donne. Je mets la case contour en avant-plan. Je choisis de leur mettre un contour blanc, dont je vais modifier l'épaisseur. En fait, c'est vraiment intéressant de bien comprendre les fonctions du logiciel. Ça va vous permettre d'évacuer le problème et d'être vraiment créatif après. Voilà, ça fait un peu un effet pièce de puzzle, ça peut être sympa. Donc vous avez vraiment intérêt à maîtriser la technique, non pas pour le plaisir de la technique, hein, on n'est pas des geeks, mais justement pour pouvoir se libérer de la technique. Pour se libérer de la technique, maîtrisez-la. Sinon, vous allez être créatif et vous allez avoir tout le temps des problèmes. Ah tiens, j'ai fait ça, j'obtiens pas ce que je veux, ça m'ennuie. C'est un peu comme apprendre le solfège quand on veut faire de la musique, quoi. C'est ennuyeux, mais après, c'est le pied.
Voilà, j'ai été fort vite, mais vous avez la vidéo. Et c'était pour vous faire comprendre surtout que des vecteurs peuvent masquer des vecteurs, peuvent servir dans le masquage pour des vecteurs. Alors, dans la lignée du masquage, il nous restera à voir la palette transparence, qui est la nouvelle manière de masquer, et qui permet de faire du masquage à la manière Photoshop avec différents niveaux de transparence. Parce que ici, le masque qu'on a utilisé, l'ancien système masque d'écrêtage de Illustrator, ne permet de faire qu'un seul niveau de transparence. Ça apparaît dans l'objet qui sert à masquer, et ça n'apparaît pas en dehors de l'objet qui sert à masquer. Donc deux niveaux de transparence, 0 et 100. Par contre, la palette transparence vous permettra de faire différents niveaux de transparence. Vous pourrez même utiliser du texte qui reste modifiable. On peut changer la police de caractère, on peut changer les lettres, et qui sert de masque. C'est la palette transparence, l'autre manière de faire de la transparence. Plus récente dans l'histoire de Illustrator. Il y a une petite chose. Donc pour sélectionner une des étoiles, j'ai le choix, soit j'ouvre dans la palette des calques le système d'écrêtage ici, et je vais sélectionner l'étoile que je veux modifier, mais c'est difficile de savoir. Là, par exemple, j'ai deux étoiles oranges. Laquelle des deux c'est? C'est celle-ci ou c'est celle qui est un peu plus bas là-bas? Celle-là. Donc difficile, hein, quand on a plein d'objets identiques. Donc je vais plutôt utiliser le système de la flèche blanche plus, qui me permet d'avoir accès à tous les points, activer tous les points d'un objet qui fait partie d'un système. Voilà, celle-là ou celle-là. Voilà, et je peux faire différentes choses, la déplacer, changer sa couleur. La tourner. D'accord? Ah, j'étais en train de modifier le contour, j'annule. Il faut que je modifie le fond. Voilà. Et vous avez fait un logo pour les Jeux Olympiques. C'est typiquement le genre de logo foireux qu'on a pour les Jeux Olympiques. C'est chaque fois des choses à dormir debout. Oui, à 200 000 euros, tu me sous-estimes là. Un peu plus pour mon logo quand même.